Donc il est 22h12 et je vais faire ma petite demi-heure de vélo tout en regardant les informations, en suivant les élections présidentielles américaines. Donc les élections présidentielles américaines qui sont toujours des élections assez haletantes, je dirais. Donc voilà. Que tout cela va dans le bon sens. Sénatrice Harris et moi-même devrions remporter davantage de votes dans l'histoire de ce pays qu'un tandem ne l'a jamais gagné. Plus de 70 millions de votes. Cette situation sera la 4e fois dans l'histoire de la démocratie américaine où un président se représentant aura été vaincu. Tout ça a été très difficile, la campagne était difficile, nous avons connu d'autres campagnes difficiles, d'autres moments difficiles dans l'histoire de notre pays, mais lorsque cette élection sera derrière nous, il sera temps pour nous de faire ce que nous avons toujours fait en tant qu'Américains, à savoir mettre de côté les débats cette rhétorique, faire baisser la température, nous reparler les uns aux autres, nous réécouter les uns les autres, nous écouter, nous réécouter, nous entendre, nous respecter et nous aimer les uns les autres, nous unir, guérir, nous rassembler, car nous sommes une nation. Je sais que ce ne sera pas chose facile, je ne suis pas naïf, personne ici n'est naïf. Je sais à quel point les camps sont opposés dans notre pays sur beaucoup de questions, mais je sais également ceci. Pour avancer, nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. Nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Ce qui nous réunit en tant qu'Américains est beaucoup plus fort que tout ce qui peut nous séparer, nous diviser. Je serai donc clair, je fais campagne, et j'ai fait campagne en tant que démocrate, mais je gouvernerai en tant que président américain. La présidence elle-même n'est pas une institution partisane. C'est la fonction politique de ce pays qui, justement, représente tout le monde et qui nécessite de s'intéresser au sort de tous les Américains. C'est précisément là ce que je ferai. Et je travaillerai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui ont voté pour moi. À l'heure où nous parlons, il reste à dépouiller tous les votes, chacun des votes. Personne ne nous volera la démocratie, ni cette fois-ci, ni jamais. L'Amérique a trop vécu de difficultés, de batailles, de guerres dans son passé pour permettre que cela ne soit le cas. Nous, le peuple, ne serons pas réduits au silence. Nous ne nous laisserons pas harceler, malmener. Nous ne nous coucherons pas. Mes amis, je suis optimiste. Nous nous sortirons de ce processus électoral. Nous serons victorieux, mais ce ne sera pas seulement ma victoire ou la victoire de notre équipe. Ce sera une victoire pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l'Amérique. Il n'y aura pas d'État rouge et d'État bleu lorsque nous aurons gardé. Il n'y aura que les États unis d'Amérique. Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes. Voilà pour ce discours de Joe Biden en direct de Wilmington, Delaware, dans son quartier général. Benjamin Haddad, il y a deux parties dans ce discours. On va zapper la dernière partie sur le peuple uni, l'Amérique unie et indivisible, qui est un discours qu'on avait déjà entendu chez Biden. La partie intéressante, c'est ce qui était au début. Il endosse clairement le rôle de leader, le rôle de favori. Voilà, alors il n'annonce pas sa victoire, mais il prédit sa victoire. Il a donné des détails sur les chiffres dans la plupart des États. Comme le disait Gérard Haro tout à l'heure, il rappelle le droit, il faut compter toutes les voix. Et à cet égard, en fait, les deux parties de son discours, elles sont liées. Parce que c'est la personnalité qui a fait campagne en contraste de Donald Trump. C'est le rassembleur, c'est le garant du droit, c'est le garant des normes et de la décence. Et qui, à cet égard, fait campagne, à la fois qui a fait de cette campagne un référendum contre la personnalité et le bilan de Donald Trump. Gérard Haro, il faut expliquer aux téléspectateurs que, évidemment, dans l'équipe de Joe Biden, il a des analystes, il a des spécialistes des chiffres, etc. Et il a
peut-être un peu plus encore que les médias, des indications, des choses qui peuvent sentir des choses et dire par exemple ce soir qu'il est optimiste sur la Pennsylvanie, ce qui n'est pas totalement visible encore dans les chiffres que l'on peut avoir. Cela étant, il a dit un chiffre qui m'a intéressé, il a dit nous gagnons 78% des votes par correspondance. Donc, à mon avis, il a dû faire une projection, il sait le nombre de votes qu'il reste à dépouiller, avec 78%, ça lui donne la victoire, j'imagine. Benjamin Haddad, il faut s'arrêter sur cette question du vote par correspondance, parce que là aussi c'est une particularité américaine, notamment en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, on va continuer à dépouiller jusqu'à vendredi normalement. Oui, absolument. Alors c'est une particularité aussi liée au Covid, aux règles de distanciation sociale qui ont marqué cette campagne. Alors en Pennsylvanie, c'est intéressant. On voit l'avance de Donald Trump qui s'érode au fur et à mesure du dépouillement, à la fois à cause des votes par correspondance qui sont largement en faveur de Joe Biden, mais aussi parce que certaines zones urbaines comme Philadelphie sont dépouillées en dernier et c'est là que Joe Biden a le plus d'avance. On va faire un point sur les résultats. Justement, on va retrouver dans le studio de BFM Sonia Carnero. Sonia, expliquez-nous où nous en sommes ce soir en direct sur BFM TV. Oui Maxime, les dépouillements sont toujours en cours dans plusieurs États, notamment plusieurs États que l'on attend avec beaucoup d'impatience, car ce sont ces fameux swing states, ces États clés qui peuvent vraiment faire basculer l'élection, comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. On attend également le Michigan et le Nevada. Alors, à l'heure où l'on se parle, Maxime, eh bien, Joe Biden est en tête avec 248 grands électeurs, contre 213 pour le président sortant Donald Trump. On vous le rappelle, évidemment, pour être élu président des États-Unis, il faut comptabiliser au moins 270 grands électeurs. Alors, le démocrate Joe Biden, eh bien, il a creusé l'écart ce soir en remportant le Wisconsin et ses 10 grands électeurs. Il arrive en tête avec 49,4% des voix contre 48,8% des voix pour Donald Trump. Et puis on vous le rappelle, ce concept du winner takes all comprenait le vainqueur prend tout. Le candidat qui arrive en tête dans un État remporte alors tous les grands électeurs. Mais l'équipe de Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'elle va demander un nouveau décompte des voix dans cet État. Voici la déclaration du directeur dans un communiqué. Des irrégularités ont été rapportées dans plusieurs comtés du Wisconsin qui font peser de sérieux doutes sur la validité des résultats. Le président est dans la marge qui permet de demander un recomptage et nous allons le faire immédiatement. En attendant, Maxime, voici donc le Wisconsin qui bascule à nouveau, car en 2016, cet État du Nord basculait déjà avec la victoire de Donald Trump. Le Wisconsin votait alors démocrate depuis 1988. Merci beaucoup pour ces explications, Sonia Carnero. Benjamin Haddad, on attend de pouvoir donner, nous, sur BFM TV ce soir en direct, que le Michigan bascule dans le camp de Biden. D'autres médias le font déjà. CNN, par exemple, annonce d'ores et déjà que, d'après eux, le Michigan est pour Biden. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que s'il remporte le Michigan, il s'approche, il atteint même la majorité, donc les 270 grands électeurs qui lui sont nécessaires pour gagner le collège électoral. Et à ce moment-là, d'autres États qui restent à dépouiller comme la Pennsylvanie, au final, seront essentiellement symboliques. Il ne manquera pas de grands électeurs encore avec le Michigan, ça suffit ? On doit encore annoncer l'Arizona. Voilà. Il y a la question de la Géorgie. Alors la Géorgie peut aussi basculer du côté de Biden puisque les voix d'Atlanta restent encore à dépouiller. Or, c'est aussi la principale ville de Géorgie, plutôt démocrate. Et pour l'instant, Trump est en avance. Donc, évidemment, avec le Michigan, ça le rapprochera considérablement de la présidence. Ça le rapprochera. On est vraiment en train de vivre là des secondes, des minutes importantes. Gérard Haro, on a, pour vous donner un peu les coulisses sur téléspectateurs, d'un côté Benjamin Haddad, de l'autre côté Gérard Haro qui ont les yeux rivés sur leur téléphone portable pour voir les infos qui tombent. On est vraiment à un moment clé de cette soirée, c'est-à-dire de cette journée électorale, de ces 24 heures qui ont démarré hier soir. Oui, mais d'une certaine manière, je pense que pas mal maintenant d'observateurs et d'experts ont intériorisé le fait que Biden va gagner. Mais évidemment, il y a eu tellement de surprises et de rebondissements dans ces affaires qu'ils veulent vraiment en être sûrs. Et on attend naturellement également, vous avez eu raison de le souligner, le silence de Trump est je ne dirais pas inquiétant, mais il va y avoir une réaction du côté de chez Donald Trump. Et la question que se pose également, c'est lorsque la victoire de Biden, ou éventuellement Trump est annoncée, quelle sera la réaction dans la rue ? Parce que je n'ai jamais cru qu'il allait y avoir des émeutières avant la réaction avant que les élections le résultat soit annoncé.
que feront toutes ces milices d'extrême droite à qui, vous l'aviez rappelé hier, Trump avait dit tenez-vous prêts. Et elles sont prêtes. Alors, on va suivre ça évidemment. Joe Biden qui disait tout à l'heure dans son discours, on ne vole pas le pouvoir vient du peuple. Message adressé évidemment directement à Donald Trump qui a décidé, on le disait tout à l'heure, de déposer un recours pour demander l'arrêt du décompte des bulletins en Pennsylvanie. La Pennsylvanie, on va y aller tout de suite pour retrouver Caroline Philippe. Caroline, vous êtes en direct avec nous ce soir pour BFM TV. Caroline, le recours est déposé de la part du camp Trump. Oui, tout à fait, Maxime. Donald Trump dénonce les méthodes frauduleuses ici en Pennsylvanie. Il dépose ce recours, dit-il, pour assurer l'intégrité du scrutin présidentiel dans cet État, un État très convoité par les deux camps et pour cause, il représente 20 grands électeurs, de quoi faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et si Donald Trump met sa menace à exécution de suspendre le comptage de l'élection, ici dans le comté dans lequel je me trouve, à 40 minutes à peu près de Philadelphie, eh bien, le dépouillement vient tout juste de s'achever, mais ce n'est pas le cas encore partout dans cet état de Pennsylvanie. Les autorités annoncent que cela pourrait durer jusqu'à vendredi. Vendredi, donc, ça fait 48 heures encore d'attente, car ici, les bulletins de vote envoyés par correspondance avant le jour J, avant hier, n'ont pas commencé à être comptabilisés. Pourtant, ce sont les voix qui sont les plus scrutées, car 10 fois plus d'Américains ont voté par correspondance ici en Pennsylvanie par rapport à 2016. C'est près de 3 millions d'électeurs. Alors si Donald Trump avait remporté en 2016 cet État avec un point d'écart seulement face à Hillary Clinton, c'était 45 000 voix, eh bien le gouverneur aussi démocrate promettait ce matin en Pennsylvanie un dépouillement rapide, un dépouillement précis pour assurer à la Pennsylvanie un scrutin sincère. Alors pour l'instant, le président sortant, Donald Trump, est toujours donné vainqueur ici, mais les votes par correspondance sont les derniers à être dépouillés, comme le disait Joe Biden, et ils risquent de profiter au camp démocrate, car leurs électeurs ont préféré voter par courrier plutôt que de se déplacer dans les bulletins de vote où ils risquaient d'attraper le Covid. Merci beaucoup Caroline Philippe en direct de Pennsylvanie. Benjamin Haddad, question grave. Question grave. Est-ce que les accusations de fraude portées par Donald Trump reposent sur quelque chose? Non, a priori, elle ne repose sur rien. C'est une tactique électorale qui est liée essentiellement au fait que le scrutin est serré, au fait que les républicains, depuis des semaines, essaient de créer la confusion, de discréditer le vote par correspondance parce qu'ils savent que c'est un vote essentiellement démocrate. Ils profitent du fait que c'est serré pour essayer de le porter devant les tribunaux, mais a priori, il n'y a aucun élément probant. Il y a une chose que l'on n'a pas encore dite ce soir sur BFM TV, Gérard Haro, c'est que la vague bleue qu'espéraient les démocrates, finalement, n'est pas complètement là. C'est serré. Évidemment, il remporte le vote populaire. Il a, je regarde sur mon écran là, à peu près 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump pour le moment. Donald Trump qui fait mieux que résister, j'allais dire, malgré tout ce qu'on a pu raconter, malgré tout ce qu'il a pu dire lui sur le Covid, sa gestion, etc., il résiste. Oui, non seulement il résiste, mais au fond, il fait à peu près ce qu'il avait fait en 2016. Parce que, par exemple, lorsque on annonçait dans le Wisconsin 25 000 voix d'avance pour Biden, comme le faisait remarquer lui-même d'ailleurs le futur président ou l'ancien vice-président, c'était à peu près l'avance de Trump lui-même en 2016. Il avait 10 000 voix, 10 000 voix d'avance en 2016. Donc on a renversé quelques milliers de voix, et donc il n'y a pas eu de vague bleue. En ce qui concerne les élections législatives, et ça c'est important parce que si Biden est élu, il n'aura pas de Sénat démocrate, et dans l'ambiance de confrontation, de polarisation du pays, ça voudra dire, comme à la fin d'Obama, et même sous Obama, le pouvoir sera paralysé. Attendons-nous à un pouvoir washingtonien qui sera paralysé. Et l'élection se refait sur les 3 mêmes États, finalement, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, qu'elle s'est faite en 2016. On a l'impression que ces 4 années n'ont pas servi à grand-chose, que Trump n'a pas perdu d'électeurs, mais que du côté des démocrates, on n'a pas réussi non plus à remobiliser, à rajeunir, si j'ose dire, le Parti démocrate. Comment vous analysez ça, Benjamin Haddad? Je le disais, malgré la gestion du Covid qui nous a paru, vu de France,
assez chaotique, malgré toutes les frasques de Donald Trump à la Maison-Blanche depuis 4 ans. Et finalement, il est encore là, collé entre guillemets à Joe Biden, et il est encore présent dans le match. Ouais, ce qui est assez frappant pour nous qui commentons les péripéties, les scandales depuis 4 ans, c'est de voir que la cote de popularité de Trump, elle est restée stable. Elle a oscillé entre 38 et 42% de la population, mais surtout 90% de la base du Parti républicain. 93% des républicains ont voté pour Donald Trump hier, parce qu'il est vu, c'est quelque chose d'identitaire, c'est quelque chose de tribal. Il est vu comme leur rempart face à une élite culturelle, médiatique, politique, qui est vue comme méprisante, comme condescendante et déconnectée des préoccupations de ces gens, préoccupations sociales ou économiques. Et Donald Trump sait leur parler, il a gardé ce lien, il a gouverné pour ses 40% d'électeurs depuis le début, ils se sont déplacés, il a fait du Covid aussi un enjeu de clivage politique, puisqu'on voit hier que ceux qui sont allés voter essentiellement sur la question sanitaire, inquiets de la crise sanitaire, ont voté pour Joe Biden, ceux qui en revanche s'inquiètent des conséquences économiques des confinements, là ont plutôt voté pour Donald Trump, et c'est d'ailleurs peut-être là-dessus qu'il a réussi à récupérer légèrement quelques électorats des minorités, les hommes noirs, les hommes hispaniques, qui ont été les premières victimes économiques de la fermeture de l'économie liée au Covid. Et on a vu des scores, alors il a perdu le vote des minorités face à Biden, il faut le rappeler, mais tout de même il a amélioré son propre score et le score de ses prédécesseurs là-dessus. Et ça n'était pas forcément attendu, Gérard. Ça n'était pas attendu du tout même, parce qu'il était semblé acquis qu'il n'y avait aucune chance dans les minorités à cause des accusations qui circulaient, accusations de racisme, etc. Et aussi à cause de sa gestion de l'affaire après le George Floyd, les troubles, où il n'a absolument pas essayé de réconcilier, il n'a pas fait preuve de compassion. Eh bien, on découvre que Trump, une fois de plus, c'est plus un animal politique qui a des instincts et qui a senti qu'il y avait des choses qui ne passaient pas par les médias, par la presse, que le pays avait certaines attentes. Et il a répondu aussi à ces attentes. Par exemple, le pays ne veut plus du libre-échange. Eh bien, il a transformé le pays protectionniste. Le pays ne veut plus des aventures extérieures. Il a changé ça aussi, néo-isolationniste. Le pays se moque totalement de savoir s'il y a un déficit budgétaire. Donc il a explosé, si j'ose dire, le déficit budgétaire. Et il a été élu par une population précise et il s'est attaché pendant 4 ans à répondre aux attentes de cette population et en plus à dialoguer avec cette population. Il a continué à avoir des grands meetings populaires comme s'il était en campagne électorale pendant 4 ans et où il a réuni des foules enthousiastes. Je ne vais pas vous demander de pronostic, Benjamin Haddad, mais d'après vous, on va connaître là, dans les minutes, les heures qui viennent, le nom du président américain, soit le 45e, soit le 46e président américain? Peut-être si on voit effectivement les autres États comme l'Arizona, la Géorgie et le Michigan qui donnent leurs résultats, sinon on devra attendre quelques jours avant d'aller en Pennsylvanie. Si vous me permettez juste de dire un mot sur ce que vient de dire Gérard, allez-y. moi je trouve que je suis complètement d'accord. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'après le résultat, même si Joe Biden l'emporte, on ne pourra pas dire que Donald Trump c'était un accident de l'histoire, que c'était une exception, que tout reviendra à la normale. Il a compris quelque chose qui se passait dans ce pays. Il a eu une intuition effectivement sur les aventures extérieures, sur le libre-échange, et les démocrates et Joe Biden, tout comme les républicains d'ailleurs, devront en tirer les conséquences. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Merci à vous. Il est 22h30, chers téléspectateurs sur BFM TV. Nous sommes en direct depuis la terrasse de BFM à Washington. Vous voyez la Maison Blanche juste derrière moi, la Maison Blanche qui attend de savoir qui sera son occupant à partir de janvier prochain. On va retrouver tout de suite Jean-Bernard Cadier, notre correspondant ici à Washington. Jean-Bernard, éclairez-nous. Où en sommes-nous ce soir à 22h30 heure française, 16h30 ici à Washington? Écoutez, Joe Biden est en train de gagner, il a peut-être même déjà gagné. Mais la question est la suivante. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un candidat a gagné ici aux États-Unis? Historiquement, traditionnellement, ce n'est pas une déclaration du ministère de l'Intérieur, ce sont les médias américains qui, dans la nuit de l'élection ou dans les jours qui suivent, déclarent qu'un tel a gagné l'élection, après avoir déclaré qu'il gagne État après État après État après État. Depuis 24 heures, on est là aussi dans la confusion, parce que certains médias, CNN, vous devez le dire, vient de dire le Michigan, mais l'Associated Press, qui est l'agence de référence, n'a pas encore donné le Michigan. L'Associated Press avait donné l'Arizona, mais CNN n'avait pas donné l'Arizona. On a l'impression que si on fait le total de tous les médias, avec une mosaïque de différents médias, on arrive à 270. Si on ajoute Arizona, Nevada, Michigan et Wisconsin, on arrive à 270. Et Joe Biden, dès maintenant, n'a pas besoin de la Pennsylvanie. Qu'est-ce qu'on attend pour déclarer
Ça, c'est une décision éditoriale, une décision de ces équipes, soit de la société de presse, soit de l'agence, soit de NBC, soit des grandes chaînes, et c'est elles qui vont déclarer dans les heures qui viennent probablement. Elles attendent peut-être l'Arizona. Certains médias ont dit que l'Arizona c'est fait, d'autres attendent l'Arizona. Le gouverneur de l'Arizona, les autorités de l'Arizona ont dit on va vous donner de nouveaux chiffres la nuit prochaine, en heure française, il sera 3h du matin. Donc peut-être autour de 3h du matin, on aura de nouvelles informations. Que font les candidats pendant ce temps-là? Joe Biden, vous l'avez entendu, se présente déjà comme un homme qui a gagné. Mes chers compatriotes, il prononce, vous l'avez entendu tout à l'heure, un discours de rassemblement en disant nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Il promet déjà qu'il va rassembler. Il se comporte déjà en vainqueur. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadet, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Sonia Dridi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste, vous êtes correspondant ici à Washington. Vous avez écrit notamment Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. On va parler de tout ça avec vous, mais d'abord justement on va aller voir le camp Biden, Joe Biden, qui s'est exprimé il y a quelques instants depuis Wilmington dans le Delaware. On retrouvera Wilmington dans une seconde. Sonia Dridi, vous avez entendu Joe Biden tout à l'heure parler. Qui prend encore quelques petites pincettes, qui dit, voilà, je pense qu'on va aller vers la victoire, mais je ne vous dis pas ce soir encore que j'ai gagné, même si on va y arriver. Voilà, il dit, je ne vous dis pas maintenant qu'on a gagné, mais une fois que tous les votes seront dépouillés, nous pensons que nous serons les vainqueurs. Et alors ce qui est en train de se passer était un scénario redouté par les démocrates, parce que finalement, avec l'absence d'un vainqueur clair, on voit qu'il y a cette confusion, cette incertitude, on prend du temps à dépouiller les votes dans les États clés notamment, mais c'est aussi un scénario qui était anticipé, c'est-à-dire beaucoup savaient que notamment en raison du vote par correspondance, on sait très bien que c'est les démocrates qui en majorité votent par correspondance, et bien dans les États clés, cela allait prendre plus de temps pour dépouiller, et donc les démocrates avaient quand même imaginé ce scénario. Et aussi pourquoi dans ces États qu'on attend, là, le Michigan, alors qui selon les dernières estimations aurait été remporté par Joe Biden, le Wisconsin ou encore la Pennsylvanie, pourquoi on attend encore que les votes soient dépouillés? C'est aussi parce que les législateurs républicains dans ces États ont fait en sorte qu'on ne puisse pas commencer le dépouillement des votes anticipés, notamment par correspondance, avant le jour du vote. Donc c'était vraiment un scénario redouté mais attendu. On va écouter Joe Biden, son discours de ce soir, c'était il y a moins d'une demi-heure, et vous l'avez vécu en direct sur BFM TV. Dans notre pays, c'est le peuple qui est au pouvoir. On ne prend pas, on ne vole pas le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple qui déterminera qui sera le président des États-Unis, et le peuple seul. Et aujourd'hui, après une longue nuit des comptes, il est clair que nous gagnons suffisamment d'États pour atteindre 270 votes de grands électeurs nécessaires pour avoir la présidence. Je ne suis pas ici pour vous dire que nous avons gagné, mais pour vous dire que lorsqu'il y aura le décompte final, nous croyons que nous serons les vainqueurs. On ne vole pas le pouvoir, Gérard Haro, on ne vole pas le pouvoir, c'est un message adressé directement à la personne qui vit encore derrière nous. Ah oui, tout à fait. Hein. De nouveau, on reste dans cette campagne de Biden, c'est par comparaison avec Donald Trump. Il ne fait pas campagne sur un programme, il fait campagne sur une différence de personnalité. Il représente la légalité républicaine américaine, la loi, l'ordre, par rapport à un président qui est présenté comme tentant de voler le scrutin des Américains en arrêtant le comptage des bulletins par correspondance. Il y a un procès qui a démarré avant même les recours déposés par Donald Trump. Il y a un procès qui a démarré, c'est celui des sondages. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se sont plantés, les sondeurs américains? Ah ben, ils vont vous expliquer que non, naturellement, parce qu'en jouant de la marge d'erreur, mais je crois quand même que oui, il y a eu une fois de plus, alors je ne sais pas si ce sont des erreurs, mais par exemple, je regardais un autre sujet que le président, mais un sénateur dans le Maine, sénateur républicain, que tous les sondages donnaient, mais vraiment battus de 5 à 10 points, eh bien, elle est réélue. Donc il y a eu des erreurs, il y a des problèmes. Les sondeurs n'arrivent pas encore à cerner ce phénomène qui est le trumpisme, il faut bien dire. Alors Trump avait dit, vous verrez, il y a des électeurs cachés. Et il avait raison. Il avait apparemment, un peu comme nous avec l'extrême droite, hein, avec le Front National, mais en France, nous on m'avait dit que les sondeurs avaient
corrigé, avait tenu compte de ça. Là, apparemment, je ne sais pas si c'est là l'origine de l'erreur. Alors, il y avait aussi un autre problème, c'est que faire des sondages, lorsque la participation augmente sensiblement, ça devient difficile, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce que vont faire les abstentionnistes. Thomas Misraki, on vous retrouve en direct à Washington, ici à proximité de la Maison Blanche. On disait pas mal de nervosité dans le camp de Donald Trump, encore une série de tweets acharnés cet après-midi et en lettres majuscules pour dire que les démocrates étaient en train de voler cette élection américaine et donc de lui voler sa victoire. Vous avez entendu ce qu'a dit Joe Biden en direct tout à l'heure sur BFM TV. Nous pensons que nous allons gagner. Eh bien, chez les Républicains, on n'est pas du tout d'accord. Et à la Maison-Blanche, on est encore moins d'accord. Cette élection, elle n'est pas terminée. Donald Trump l'a dit, il l'a redit, il l'a fait savoir. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons remporter cette élection. Je vais gagner cette élection présidentielle et je serai président encore pour 4 années. C'est ce qu'il a dit, Donald Trump, depuis des semaines, depuis des mois. Et il s'y attelle aujourd'hui de différentes manières. Il y a bien sûr cette contestation dans le Michigan, le Wisconsin, en Pennsylvanie, les avocats sont dépêchés. Ça, ce n'est pas une surprise, évidemment, on s'y attendait, puisque on avait tous été avertis, ça avait filtré d'un côté comme de l'autre, mais les républicains avaient été particulièrement attentifs à ce sujet-là. Et puis, vous l'avez dit, vous avez raison, il y a cette stratégie politique qui consiste à dire que finalement Donald Trump ne peut pas perdre cette élection, sauf si les démocrates trichent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les démocrates, la preuve, dit le président américain dans une série de tweets aujourd'hui. Je me suis couché hier soir, j'avais plein d'états clés, et puis ce matin, comme par hasard, eh bien, ces états clés disparaissent un à un à cause de votes surprises. En fait, il n'y a pas de surprise du tout dans tout ça. Ce qui est comptabilisé, ce sont les votes qui ont été envoyés par voie postale, et ces votes, ils sont dans le Thomas, je vous coupe, Thomas, priorité direct évidemment sur BFM TV, puisque l'un des fils de Donald Trump, Eric Trump, est en train de s'exprimer, je vous propose de l'écouter. And now they won't let, we brought one great gentleman here with us today, Jeremy. On a Jérémy avec nous, qui justement regarde, observe le décompte. Les scrutateurs, on ne laisse pas entrer, on l'éloigne à 150 mètres, où on ne voit rien. C'est de la fraude. Chers amis, c'est de la fraude, très clairement. C'est déjà arrivé à Philadelphie. Vraiment, on se moque de cette élection. 500 000 votes d'avance, 96% de voix dépouillées, et on essaye de nous piquer cette élection parce qu'ils savent que c'est la seule façon pour eux de gagner. Donc on a nos avocats, on va lancer des poursuites, c'est dommage, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de faire ou que mon père a envie de faire, mais là on fait face à de la corruption caractérisée. C'est inacceptable, ça n'est pas juste, c'est pas la démocratie. Et je donne la parole au grand Rudy Giuliani, qui est à la tête de notre équipe d'avocats. Merci, oui, c'est vrai que c'est très triste d'être ici, dans cette ville qui est vraiment le berceau de notre démocratie. Et là, on assiste à des choses les plus antidémocratiques qu'on n'ait jamais vues, que moi je n'ai jamais vues. Et ça n'est pas qu'à Philadelphie, ça se passe partout dans le pays. C'est vrai, on a lancé une procédure en justice, une procédure qui demande que lorsqu'il y a des bulletins qui sont de toute façon très gênants en soi, qui pose un grand nombre de questions. Eh bien, quand on a ce type de vote de bulletin, il faut qu'il y ait des observateurs. Et qu'est-ce que ça signifie observer. Observer, vous savez exactement ce que ça veut dire, c'est très simple, ça veut dire regarder. Et la façon dont les démocrates de Philadelphie interprète ce mot, c'est qu'on peut être à 30 mètres et donc ne rien voir. On ne peut pas voir si le cachet de la poste est le bon, si la signature est bien là, etc. Toutes ces choses qui peuvent faire disqualifier, invalider un bulletin ou au contraire bourrer les urnes.
Si on ne voit rien, on peut brûler les urnes. Donc, depuis des heures, depuis le début du décompte, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on est allé voir un juge démocrate, manifestement corrompu, qui ne comprend pas le sens du mot observer. Observer, je le répète, ça veut dire regarder, pouvoir regarder, et un républicain n'a pu regarder ces bulletins de vote. Il pourrait venir de Mars ou de Joe Biden, il aurait pu voter 15 fois peut-être, ou 5000 fois. Ces bulletins de vote pourraient venir de Camden. Philadelphie, c'est triste. C'est triste à dire, ma propre ville a une réputation de fraude électorale, vote des personnes décédées. Je veux dire, tout est possible, et ce ne serait pas la première fois que ce serait arrivé. Mais là, ça va très très loin. Et j'ajoute que ici, nous avons une situation, mais nous avons lancé la même procédure au Wisconsin. Sauf que le Wisconsin, mystérieusement, à 3-4 heures du matin, 120 000 bulletins apparaissent comme par magie. Extraordinaire, non? Mais est-ce que ce sont vraiment des bulletins? Nous n'en savons rien. Sont-ils signés? Ont-ils le bon cachet de la poste? Est-ce que c'est pas la même personne qui a donné et soumis ces 120 000 bulletins? Et ils ont tous été comptés. C'est comme ça qu'ils espèrent gagner. L'ancien député Sweeney, qui a parcouru le pays, me dit qu'on trouve la même chose, des situations semblables en Arizona, au Nevada, et une situation semblable. John, qu'est-ce que j'oublie? Le Michigan, à Détroit. Alors, je vais être précis. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas connu dans l'histoire de notre pays, ce vote par correspondance, qui inquiète beaucoup les gens, parce que c'est facile de tricher dans le vote par correspondance. Donc que prévoit le droit? Le droit pour les deux partis de venir observer le dépouillement des bulletins, comme on fait pour les autres. On vérifie que c'est bien signé, que la signature est du bon côté, que le cachet de la poste est bien là, que l'adresse est la bonne, et ensuite on valide. Et il peut y avoir à ce moment-là éventuellement une invalidation ou une réclamation d'un côté ou de l'autre, démocrate ou républicain. Or là, il n'y a rien eu de tout ça. Et dans les 20 heures qui se sont déroulées, et où on lui a fait perdre son temps parce qu'il n'a rien pu voir, il y a eu 120 bulletins examinés sans être examinés. Ils devraient évidemment ne pas être comptabilisés. Et bien sûr, ce sont des votes sur lesquels Biden a l'écrasante majorité des voix. Donc, nous avons déjà agi au Wisconsin. Il y a trois autres endroits auxquels nous sommes